On va, hop, on va commencer. Je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit point, ce petit déjeuner, si on peut l'appeler comme ça, sur comment réussir sa campagne de fin d'année. Donc pour commencer, on va peut-être se présenter, voilà, pour que vous sachiez un peu qui nous sommes. Alain, je vais te laisser te présenter en premier. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je travaille au WWF Belgique depuis 2 ans. Moi, je m'occupe de la partie fundraising digital et des campagnes digitales. Voilà, je suis très heureux ce matin de participer à ce webinaire. Avant d'être au WWF, eh bien, j'ai travaillé en agence et cette agence, c'est Adfinitas. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un plaisir pour moi ce matin de discuter avec Benjamin sur comment réussir une campagne de fin d'année. Et donc, avant d'être en agence, j'étais également chez Médecins du Monde à Paris. Et j'ai travaillé un petit peu aussi en tant que consultant, freelance dans le marketing, toujours pour le secteur non-profit. Voilà, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci Alain. Et donc moi, je vais me présenter également. Donc, je suis Benjamin Vince. Je suis chef de projet digital chez Affinitas depuis maintenant bientôt 4 ans. Et donc, j'accompagne les clients de l'agence dans la progression de leur collecte et de leur campagne digitale. Voilà, donc et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence Affinitas, donc on est une agence de marketing et communication spécialisée dans le secteur caritatif et qui voilà, intervient depuis plus de 20 ans maintenant sur le secteur, que ce soit sur le digital, mais aussi sur tous les autres métiers du fundraising, donc le offline, la production, le média, voilà, tout l'écosystème en fait de la collecte. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, ça va être un peu de partager notre retour d'expérience sur les clés d'une campagne de fin d'année réussie et de vous donner en fait des clés de réflexion, des bases pour pouvoir se poser les bonnes questions au moment de lancer une campagne de fin d'année pour atteindre vos objectifs et progresser en fait tout simplement. Hop. Donc avant qu'on aille plus loin pour petit point organisation, si je puis dire, on va vous demander, si ça ne vous embête pas pendant la durée du webinaire, de couper vos micros et de plutôt poser vos questions si vous en avez dans le chat. On n'y répondra pas pendant le temps de la présentation, mais on a prévu, une fois qu'on aura déroulé la présentation, de revenir sur les différentes questions que vous avez posées et d'essayer d'y répondre. Donc, pour la campagne de fin d'année, pour nous, l'enjeu principal, c'est de réussir à maîtriser son environnement et, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, se poser les bonnes questions, partir des bonnes bases de réflexion pour s'améliorer et pour générer de la performance. Nous, le constat qu'on a pu faire, en fait, c'est que il y a eu ces dernières années, ces derniers mois, des changements majeurs, en fait. En premier lieu, en fait, un risque sur l'activation du don qui se traduit notamment par des changements sur la défiscalisation qui, l'année dernière, a été exceptionnellement augmentée. Le plafond était passé à 60% de déduction fiscale dans le cadre de l'urgence Covid que nous avons traversée, que nous traversons encore aujourd'hui. Et cette année, il est revenu à 45%. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu et des vraies questions à se poser, en fait, pour, en tant que fundraiser, réussir dans ce contexte-là à continuer à progresser, en fait, malgré ce changement sur la défiscalisation qui peut impacter les résultats.
Le deuxième changement, enjeu majeur qu'on a identifié, c'est une redistribution des taux de pénétration, une redistribution des cartes, voilà, avec une concurrence qui s'accroît, et notamment sur le digital. Alain, peut-être que Ouais. tu peux participer là-dessus. Bien sûr, non, non, c'est sûr que enfin, à ce niveau-là, le Covid a quand même beaucoup impacté la collecte, hein, chez tout le monde, hein, donc, notamment sur la partie street, puisque donc, au WWF, le street reste quand même un levier super important d'acquisition de donateurs monthly. Et étant donné qu'on a dû arrêter, ben, on a quand même perdu beaucoup de collectes. Donc, il y a un petit peu un changement de règle. Donc, même si aujourd'hui, le street, le door-to-door ont pu être relancés, on n'a clairement pas les mêmes taux de conversion et puis le même niveau d'acquisition qu'avant. Donc, voilà, il y a un petit changement de règle et aujourd'hui, c'est vrai qu'on investit plus sur le digital. Mais voilà, on ne peut pas non plus avoir les mêmes attentes. On va pas demain avoir 10 000 donateurs mensuels sur le digital. Mais on a des opportunités en termes d'acquisition de donateurs uniques et de reach qu'on n'a évidemment pas sur les autres canaux. Donc, on investit beaucoup plus. Voilà, il y a une redistribution des cartes et des taux de pénétration. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est comme ce constat aussi, il est partagé, je pense, par la plupart des associations, c'est voilà, face à une concurrence qui est un peu accrue sur ce levier-là, c'est bah, voilà, de mettre en place le bon socle pour réussir à émerger malgré la concurrence qui s'accroît sur le digital. Partant de ces deux changements-là, nous, ce qui nous semble important et qu'il faut bah, garder en tête quand on construit sa campagne et ses campagnes de manière générale, c'est pas que propre à la campagne de fin d'année, c'est qu'il faut essayer de créer en fait de nouvelles situations de dons. Ces nouvelles situations de dons, elles peuvent venir à la fois du contexte externe. On a vu notamment avec les crises, les urgences, que ce soit la crise du Covid ou ça a permis de générer des situations de dons parce qu'il y avait un vrai besoin sur le secteur caritatif et ça a pu générer de la collecte. Il y a eu aussi plus récemment, je crois, mais Alain t'en parlera peut-être mieux que moi, bah, les inondations qui ont frappé la Belgique. Mhm. Euh, Ouais. Bah oui, tout à fait. Si on revient sur l'actualité récente, c'est vrai qu'au niveau situation de don, on a quand même été bien servi, malheureusement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'urgences, hein, aussi bien au niveau des inondations. Donc nous, au WWF, on a eu le parti pris pendant les inondations de rediriger en fait nos donateurs vers la Croix-Rouge, hein, comme beaucoup de monde. Mais on a eu aussi des forts moments de visibilité autour des feux de forêt en Turquie et en Grèce. Donc voilà, c'est entre guillemets évidemment hein, des opportunités qu'il faut saisir, être hyper réactif et avoir des capacités de production hein, en interne aussi pour pouvoir réagir vite. Donc, en effet, on a eu beaucoup de situations de dons récemment. Voilà, et ces créations de dons, en fait, elles viennent aussi du contexte interne. Là, on était sur le contexte externe, donc les urgences, le climat global, on va dire. Et en interne aussi, ça peut être voilà, des choses qui sont plus directement liées à une mission, quelque chose de très local, une action, soit voilà, une action qui se développe, une action qui connaît des résultats ou ça peut être plus simplement une date clé pour l'association, type un anniversaire. Voilà, ça peut être une situation de don. Et c'est aussi quelque chose que vous avez fait au WWF Belgique. Et donc, on essaye, c'est un petit peu la difficulté, mais en début d'année, de travailler avec les différents départements, notamment le département policy, advocacy, le département communication, pour essayer de planifier ces situations de dons dans l'année, quoi. Parce qu'on est tous sur des objectifs un peu similaires, de visibilité,
signature de pétition, collecte de fonds. Et donc, c'est un peu à nous aussi de trouver le bon mode d'organisation en interne pour créer ces situations de dons et les planifier dans l'année, quoi. Tout à fait. Et enfin, sur ces changements majeurs, c'est voilà, le comportement des utilisateurs qui évolue, avec aujourd'hui plus de 50% du trafic sur le web qui est issu des utilisateurs mobiles. Et donc, c'est un élément à vraiment prendre en compte dans la création de ces campagnes, voilà, de rendre ces contenus les plus accessibles possibles aux utilisateurs mobiles. Même si aujourd'hui, les utilisateurs mobiles ne sont pas ceux qui génèrent le plus de conversions directement, ils sont hyper importants dans les phases de génération de trafic et de notoriété et de visibilité. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte dans la production de sa campagne. Enfin, dans les changements que nous, on constate et les questions qu'il faut se poser, il y a aussi une évolution du paysage générationnel. On constate que les donateurs traditionnels, qu'on appelle la génération silencieuse, malheureusement, ils commencent à être de moins en moins nombreux. Et or, durant les dernières années, la collecte a beaucoup reposé sur cette génération-là, qui était, on va dire, la cible privilégiée du fundraising et de la collecte. Et aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, il est primordial, en fait, de réussir à élargir ses cibles et à s'adresser en fait à un public plus large et essayer d'aller toucher de nouvelles générations donatrices. Donc ça, c'est un enjeu pour maintenant, donc pour les campagnes d'aujourd'hui, mais aussi pour les campagnes de demain, en apprenant dès aujourd'hui à s'adresser aux générations qui seront les générations donatrices de demain. Alain, peut-être que tu peux voilà, rebondir là-dessus sur voilà, vous, la stratégie au WWF Belgique de ce point de vue-là. En effet, bon, alors nous, sur le digital, en tout cas sur la campagne de fin d'année, on est sur du multigénérationnel. On va essayer vraiment d'être le plus grand public possible et d'ensuite d'affiner nos campagnes médias notamment en fonction des audiences qui performent le mieux. Mais c'est vrai qu'on va quand même essayer d'élargir le scope au maximum pour cibler un maximum de monde sur des générations différentes. Après, on a plus de difficultés sur les générations les plus jeunes pour les amener au don. Ça, c'est clair et je pense qu'on le partage tous. Donc, notre cœur de cible en termes de dons aujourd'hui, c'est les 35-60 ans sur le digital. Mais on a beaucoup à faire aussi avec les moins de 35 ans pour les amener au don. Donc, voilà, on n'est pas encore vraiment hyper performant sur cette cible-là. Donc, à nous de nous améliorer. Donc, on y travaille. Et enfin, dans les changements qu'on identifie et les enjeux identifiés, c'est que face au ce qu'on appelle le marketing un peu traditionnel et la vision de Kotler, qui est essentiellement basée sur la segmentation, le ciblage, le positionnement et les 5 P, où l'enjeu va être avant tout de piloter son nombre d'actifs en base, le taux de fidélisation, ces indicateurs-là qui sont assez difficiles à piloter en fait sur le digital, puisque à l'inverse de leviers traditionnels comme le MD, ou ce type de campagne où on a une attribution très forte et où on arrive à savoir d'où vient chaque don, et on a une mécanique finalement de quand j'agis sur cette chose-là, j'ai cette résultante à la fin. Le digital est un peu plus poreux en fait, et c'est beaucoup plus dur de tracer précisément d'où vient chaque donateur individuellement.
Donc nous, notre vision, sans renier les enseignements de Kotler qui sont aussi importants et toujours aussi utiles en marketing, on va plutôt nous se centrer et regarder la disponibilité du don, en fait, la facilité d'accès au don et ce qu'on appelle la disponibilité de l'offre, en fait. Et c'est une vision où l'objectif est plutôt de réussir à s'adresser au plus grand nombre pour générer de la performance plutôt que voilà, se concentrer sur ces donateurs à fidéliser et les cibles qui ont déjà les meilleures performances en interne. Et donc, en partant de ces constats-là qu'on a tirés, qui sont un peu la base de réflexion voilà, pour démarrer la mise en place de sa stratégie sur une campagne de fin d'année, on identifie en fait deux enjeux majeurs qui sont en fait la première, l'une des premières questions à se poser, c'est de savoir, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce que je crée assez de situations de dons aujourd'hui? Est-ce que je touche tous mes publics ou en tout cas la majeure partie de mon audience? Et est-ce que j'arrive à la toucher souvent? Donc ça, c'est le premier enjeu qu'on identifie. Donc c'est voilà, s'intéresser au trafic qu'on arrive à générer, au nombre de personnes, au nombre d'impressions, au reach en fait tout simplement qu'on arrive à mettre en place. Et le deuxième enjeu, une fois qu'on arrive à générer suffisamment de visibilité, à s'adresser à ces publics et qu'on crée des situations de dons. La question, c'est durant ces situations, est-ce qu'on arrive à rendre le don hautement disponible? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est facile finalement de faire un don, que ce soit une facilité physique qui va être, est-ce que en combien de clics je peux arriver jusqu'au formulaire de don? Est-ce que le formulaire en question est pratique? Quels sont les moyens de paiement qui sont à disposition? Est-ce que les moyens de paiement correspondent à ce qu'utilisent mes cibles et ce qu'elles ont envie d'utiliser, tout simplement? Et une disponibilité mentale, ça va être une clarté, notamment dans les call to action et dans les messages, et une création de mémorisation avec voilà, un message simple, clair et efficace, en fait. Donc, sur les campagnes de fin d'année, nous, on est un petit peu à la recherche de ce qu'on appelle le perfect match. Qu'est-ce que c'est que le perfect match pour nous? C'est l'équilibre, en fait, la recherche de l'équilibre entre ce qu'on appelle le brand building et l'activation. Le brand building, ce sont les actions qui vont créer le capital mental de la marque, qui vont être des actions à long terme, à très large portée, qui vont plutôt être des messages de génération d'audience qu'on met, nous, en face de l'activation, qui va cette fois exploiter le capital mental de la marque et plutôt générer des dons à court terme et qui vont être des actions plus ciblées. Donc, typiquement, un message de brand building, ça va plutôt être une campagne de communication, une campagne de génération d'audience, ou un message d'activation va plutôt reposer sur des leviers tels que l'urgence, une offre monthly, la défiscalisation, ce type de mécanique. Et donc, il y a un équilibre en fait à trouver entre ces deux types de messages et qui sont hautement complémentaires. Donc, le brand building va permettre de générer l'audience et le trafic qui va être ensuite être retravaillé en message d'activation pour accompagner en fait l'audience qui a été générée dans le brand building jusqu'à l'acte de don. Voilà, et je pense que très concrètement, Alain, Ouais. En effet, ce perfect match-là, il est assez compliqué à trouver en général parce que, encore une fois, il nécessite une excellente collaboration entre la communication et le fundraising, puisque sur tout ce qui est branding,
Alors, on va être vraiment sur comme tu l'as dit, Benjamin, sur des communications à large portée, avec pas forcément des objectifs de dons derrière. Nous, sur la campagne l'année dernière, ça nous a fortement aidé, en fait, comme le montrent ces deux graphiques. Parce que donc on avait une campagne qui était Together for Forest, qui est une campagne de mobilisation qui a été lancée par le réseau WWF international autour de la forêt d'Amazonie et de la production en fait et de la consommation de produits issus de la déforestation. Donc on appelait nos sympathisants, nos supporters à signer une pétition. Et donc c'était une campagne internationale, donc forcément elle avait quand même une visibilité qui était forte. Et ça nous a permis, en pré-campagne de fin d'année, en fait, entre septembre et puis la mi-novembre, de générer du trafic, de générer de la visibilité, qui a permis d'alimenter nos bassins d'audience pour la fin d'année. Donc, on était sur une cible qui était plus jeune, enfin, orientée pétition, mais on a pu les recibler sur la campagne de fin d'année et donc avoir plus de trafic sur nos dispositifs de fin d'année. Donc, ça nous a vraiment aidé. Donc, on voit vraiment ces deux blocs de campagne. Et puis, on le voit aussi concrètement, quoi. Donc, la courbe en bas, c'est les transactions par rapport au taux de conversion e-commerce. Donc, on voit clairement que sur la pré-campagne, on n'est pas du tout sur des objectifs fundraising. On est sur des objectifs visibilité, signature de pétition. Et par contre, une fois qu'on rentre à la mi-novembre, là ça décolle progressivement jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, ce perfect match, il est difficile à trouver, mais encore une fois, c'est vraiment une bonne recette. Donc on y travaille également pour cette campagne de fin d'année là qu'on est en train de mettre en place. Et donc, pour ce perfect match, ce qui est important aussi, en fait, c'est de déterminer le bon timing et les bons leviers et quand est-ce qu'on est plutôt dans le brand building, quand est-ce qu'on est plutôt dans l'activation, même si il y a aussi un continuum entre le brand building et l'activation. On n'est jamais à 100% que du brand building et 100% que de l'activation, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on met plutôt en avant. De manière générale, ce qu'on préconise dans une activation annuelle, c'est d'avoir plutôt la partie brand building et qui se concentre sur la génération d'audience, la notoriété, notamment dans le premier trimestre, voire premier semestre de l'année, et progressivement, à l'approche de la fin d'année, on bascule plutôt dans l'activation. Concrètement, on a mis les différents leviers qui peuvent rentrer en compte dans ces deux phases, et notamment les leviers qui ont été utilisés en orange par le WWF Belgique dans le cadre de la campagne de fin d'année dernière. Ouais. Donc nous, donc sur la campagne de l'année dernière, effectivement, donc un petit peu comme tout le monde, on a tous un peu la même recette. La seule chose qu'on a faite qu'on ne faisait pas avant, c'est de faire effectivement une landing page orientée défiscalisation qu'on a déployée sur les trois dernières semaines du mois de décembre. Donc on a en fait pendant toute la campagne, on a généré pas mal de trafic sur notre dispositif de campagne. On a fait du reach. Et ensuite, donc avec notre agence média, puisqu'on ne travaillait pas avec Adfinita sur la partie média, on travaille avec Universem, on a exploité les meilleures audiences et on les a redirigées vers la landing page défiscalisation pour optimiser vraiment les taux de conversion. Donc, ça a plutôt bien marché avec des messages, des bannières orientées des fiscs sur Facebook, en display, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne poussait pas vraiment avant. Et là, l'année dernière, on l'a vraiment fait et ça a plutôt bien marché. Voilà. Donc, je vais peut-être continuer là-dessus, puisqu'en fait, on se dirige un petit peu plus vers l'aspect créatif de la campagne de fin d'année dernière.
Et donc, on avait envoyé un brief à Adfinitas. Euh, Nous, la difficulté quand on est WWF, bon, c'est aussi un énorme avantage, on ne va pas se mentir, mais c'est qu'on ne peut pas communiquer exclusivement sur les animaux. Parce qu'on ne veut pas être considéré comme une ONG Animal Welfare. Et on fait aussi beaucoup d'autres choses, des projets de long terme pour l'environnement, pour le climat, etc. Donc, on n'est pas exclusif animaux. Mais on a besoin de ce premier plan-là pour générer de l'émotion et faciliter le passage au don. Mais donc l'enjeu pour Adfinitas, c'était à la fois de répondre de répondre à cette contrainte. Voilà. Montrer l'animal, mais également parler du fond, parler de notre mission de long terme, de nos programmes de terrain, et pas uniquement de l'animal. Tout à fait. Et donc, nous, on a travaillé en fait sur des axes stratégiques et voilà, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait amener ça, ce premier plan de l'animal qui est l'image qui convainc de s'intéresser au message et de passer à l'action, tout en y ajoutant du fond du WWF. Et nous, en fait, en travaillant là-dessus l'année dernière, on avait identifié en fait les 3 émotions qui étaient un peu en boom chez les audiences, les utilisateurs, les donateurs, qui étaient en fait la santé forcément avec la crise qu'on a traversée, les questions sanitaires, elles étaient un peu au cœur de l'actualité pendant tout le long de l'année. Les questions de survie en fait, puisque c'est la première fois depuis longtemps que la pandémie, elle a vraiment cristallisé les questions et l'anxiété autour de la survie, notre survie même à nous en tant qu'espèce. Et enfin, la troisième émotion, c'était les questionnements autour du monde d'après, qui sont beaucoup revenus aussi en 2020, où on se disait, une fois qu'on en sera sorti, qu'est-ce qu'on fera, quel sera le monde de demain et comment on veut faire le monde de demain. Donc, partant de ces constats-là, l'axe stratégique de communication qu'on a proposé et le WWF sur lequel le WWF a choisi de partir avec nous, c'est pour que la vie ne soit pas qu'une question de survie. On peut peut-être passer tout de suite à la déclinaison créative, qui était voilà, une accroche. Seul cet orphelin n'a aucune chance. Et qui était centrée autour d'une mission du WWF qui soutient un orphelinat pour oursons en Roumanie. Ouais, je peux peut-être rebondir un petit peu là-dessus. Donc, c'est vrai que pour chaque campagne de fin d'année, on a évidemment plein de programmes sur chaque continent et on essaye de travailler avec nos responsables de programme sur le terrain et dans nos bureaux en Belgique pour essayer de faire des campagnes qui correspondent à des vrais besoins de terrain. Et donc là, en l'occurrence, on était sur un orphelinat qui se trouve en Roumanie. Donc ça, c'était le point d'entrée. Donc le WWF est partenaire d'un orphelinat. On recueille des oursons abandonnés. Voilà, ils sont abandonnés pour différentes raisons, que ce soit par exemple les infrastructures qui ont été créées, la chasse illégale, la chasse au trophée par exemple. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que ces oursons se retrouvent orphelins. Mais on a également des programmes de plus long terme avec les communautés locales, des campagnes policy. Et donc, l'objectif, c'était de parler un petit peu de tout ça, mais on rentre à travers l'orphelinat. Et donc, la problématique de survie est extrêmement liée au destin de cet ourson, puisqu'un ourson orphelin a des chances de survie qui sont extrêmement limitées. D'où l'intérêt de le recueillir dans un orphelinat et de l'accompagner, que ce soit en termes de soins ou de retour à la vie sauvage, et ensuite de tracking lorsqu'il revient sur son territoire.
Donc, c'était un petit peu l'objectif d'être à la fois sur du rationnel, donner des montants de dons, matérialiser le don le plus possible en fonction des différentes étapes de prise en charge de l'ourson dans l'orphelinat, mais également d'être sur un levier émotionnel et d'essayer au maximum d'avoir des histoires de terrain autour de ces oursons, des photos qui soient parlantes. On a fait pas mal de vidéos. Alors, il y avait donc toute une stratégie de contenu qui a été construite pour répondre à la fois sur du rationnel, du chiffre, de la matérialisation et également de l'émotionnel avec un storytelling fort. Voilà, tout à fait. Et, cette matérialisation du don, là aussi, ça fait écho à ce qu'on disait un petit peu plus tôt sur la disponibilité et la facilité de l'offre, quoi. Là, ça permet, c'est plutôt clair et facile d'accéder au don, en fait, et de savoir à quoi sert le don. Voilà, là, on voit aussi la partie voilà, témoignages, retour de terrain. On avait intégré voilà, des histoires d'oursons qui avaient été recueillis au sein de l'orphelinat. Et puis, on voit aussi ce qui est intéressant, c'est toujours dans cette question de disponibilité, même si l'objectif premier d'une campagne et ce qu'il faut mettre d'une campagne de fin d'année, et ce qu'il faut mettre en avant en premier lieu, c'est plutôt le don one-off. On avait quand même en mineur remis un appel à don monthly pour que l'offre monthly soit disponible pour ceux qui souhaitent passer en prélèvement automatique en don mensuel. Un autre élément plutôt intéressant qui a pas mal servi la campagne, et notamment dans l'objectif de s'adresser aussi aux différentes générations. C'était un peu ça aussi l'idée derrière ce t-shirt. Je ne sais pas si Alain, tu veux peut-être en parler. Tout à fait. Merci Benjamin. Donc, alors, ça peut paraître un petit gimmick, hein, mais c'est un vrai, ça a été un accélérateur de la collecte, en fait, ce t-shirt. Donc, on l'a utilisé de deux manières, à la fois en acquisition sur des segments auxquels on ne sollicitait pas avant. Alors, pour donner un exemple concret, ça peut être des gens qui aiment le prêt-à-porter, la mode, et qui ont un intérêt pour l'environnement. Euh, donc ça, c'est des cibles qu'on définit sur Facebook, par exemple. Et donc, on a ciblé ces audiences-là pour faire de l'acquisition. Donc, le point d'entrée était à 29 €, donc sans déduction fiscale puisque c'est un achat. Mais donc, on peut se dire que ça dégrade le don moyen, de partir sur un achat à 29 €. Et nous, ça nous a permis de nous adresser à une nouvelle cible, notamment en sollicitant d'autres canaux comme Instagram, en proposant quelque chose qui leur correspond peut-être plus qu'un don à 50, 60 €. Donc ça, c'était le premier levier d'utilisation du t-shirt. Et le deuxième, c'était plus en consolidation sur les donateurs de la campagne. On leur proposait également d'acheter le t-shirt pour que leur don moyen augmente. Donc ça, c'est aussi une utilisation qu'on a faite. Alors, on a travaillé avec une artiste locale basée à Bruxelles, qui s'appelle Hélène Jacobs. Et donc, ce genre de gimmick de campagne est vraiment super important en termes de brand building. Bon, c'est un peu plus facile quand on est le WWF et qu'on a un logo qui est vraiment reconnaissable, mais je pense qu'on peut le conseiller à beaucoup d'ONG d'essayer de matérialiser la marque sur des vêtements, par exemple. Le t-shirt, en l'occurrence, ça marche toujours assez bien. Hop, et pour poursuivre sur les différents contenus, il y avait aussi toute une partie justement aussi sur ce qu'on disait, le fond de la mission du WWF, et pas uniquement autour de l'ourson, sur toutes ces actions de terrain dans la région.
et voilà, les chiffres clés, les preuves de l'action qui sont aussi un élément important de réassurance et de preuve quelque part de l'action pour rassurer les futurs donateurs au moment de leur passage à l'acte de don. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir en parcourant un petit peu la landing page de campagne, on voit qu'il y a deux éléments en fait, qui jouent un rôle clé en fait, dans le succès de la campagne. C'est qu'on a un message d'interpellation qui est assez fort et qui vise à susciter une réaction, une émotion et qui cherche à persuader, donc qui était centré sur voilà, la survie et plutôt les risques de non-survie si on n'agit pas. Et enfin, en face de ça, la promesse la promesse de collecte et la promesse d'une solution et d'une capacité d'action au travers du don. Et un call to action orienté principalement sur le don ponctuel, le one-off, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si, on l'a vu aussi, c'est important de laisser quand même une petite porte vers le don monthly qui reste important et dont il ne faut pas se priver. Maintenant, si on rentre un petit peu plus sur le volet stratégique et sur le volet activation, le socle en fait, qu'on a mis en place avec le WWF Belgique et Alain, mais aussi Universem, qui était l'agence média qui pilote la campagne. Benjamin, il y a juste une question intéressante de François là, dans les commentaires et j'aimerais bien rebondir dessus. Ouais, Pourquoi ne pas orienter vers le don mensuel? Parce que ça, c'est un beau sujet. Euh, alors, c'est ce qu'on faisait, hein. On le faisait, on l'a fait pendant longtemps sur la campagne de fin d'année, rediriger vers du don mensuel, notamment parce que WWF, on propose l'adoption symbolique. Mais les taux de conversion étaient très faibles. En réalité, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher du donateur mensuel sur le digital. C'est souvent assez coûteux. On est sur un coût d'acquisition à 180 €, 160 €, voire plus. Donc, on a décidé de changer de stratégie et de faire un focus sur le one-off sur la campagne de fin d'année. On a remarqué que le don mensuel en fin d'année, peu importe l'activation qu'on allait faire, on allait générer un certain volume de dons mensuels, plus élevé que les autres mois. Mais en faisant le focus sur du don unique, on générait beaucoup plus de revenus à court terme, évidemment. Et donc là, l'objectif stratégique, c'est d'amener progressivement ces donateurs uniques vers du don mensuel à travers différents dispositifs. Donc, c'est l'enjeu du WWF. Voilà pour répondre à ta question, François. Ouais, et pour ajouter aussi à ça une autre raison aussi à ce moment-là, et qui rejoint ce que tu disais, Alain, sur les coûts d'acquisition, c'est qu'en termes de période aussi, comme c'est le moment où il y a le plus de concurrence, tous les coûts par clic, les coûts d'achat média sont beaucoup plus chers qu'à d'autres moments, et comme la conversion au PA, au monthly plutôt, est plus difficile que celle vers le one-off, les coûts augmentent encore de façon presque exponentielle, je dirais. Donc, il vaut mieux, si on veut mettre en place une stratégie d'acquisition monthly digital, ce qui est possible, faire ça dans une période moins concurrentielle. Et sur cette période-là, avoir plutôt le focus sur l'acquisition one-off, qui n'empêche pas, comme le disait Alain, d'avoir derrière une stratégie de transformation en monthly de ces donateurs one-off. Et le dernier point, c'est la défisque, quoi, tout simplement, hein, parce que ça, c'est un message clé en fin d'année et il concerne pour le coup beaucoup plus le donateur one-off que le donateur mensuel. Donc, on va chercher à augmenter le don moyen
pour arriver, donc nous en l'occurrence par exemple, de passer de 70 à plus de 100 euros de don moyen grâce à un message orienté défiscalisation. Et donc, pour revenir sur le marketing d'activation et le socle d'activation voilà, qui recoupe un peu tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici. Donc, on voit que sur la partie inférieure, les différents leviers qui sont en gris notamment et la landing page, là, c'est vraiment le socle d'activation et le tunnel de conversion en fait, qu'on va mettre en place durant la campagne. Et pour faire un peu écho au perfect match dont on parlait tout à l'heure, en fait, le perfect match et le brand building, il se situe en haut dans ce qu'on appelle le trafic organique. Et c'est lui qui va venir finalement alimenter ce tunnel de conversion qu'on met en place. Et donc, l'enjeu, en fait, ça va être de réussir, grâce à ce tunnel de conversion, à monétiser toute l'audience que vous générez de par votre SEO et aussi de par vos campagnes de brand building et ce trafic est aussi alimenté par l'achat média d'acquisition qu'on fait sur la campagne en elle-même. Pour illustrer un peu ce tunnel de conversion, comment on articule ça sur une stratégie média, c'est en fait l'idée qu'on va mettre différents leviers en place qui vont accompagner l'audience de l'acquisition jusqu'à la conversion, avec l'objectif d'avoir le plus de monde qui rentre dans les leviers du haut sur la partie acquisition de trafic, qui vont nourrir, en fait, quand on resserre ensuite tous les leviers de conversion, qui vont être le retargeting quand on recible les visiteurs des contenus et le SIA qui va attraper toutes les personnes qui vont chercher dans les moteurs de recherche des mots connexes, on va dire, à l'association et à ses actions et à la défiscalisation aussi. Ensuite, on voulait revenir sur des petits quick wins qu'on a identifiés. Peut-être qu'Alain, je peux te laisser en parler. Sur le t-shirt, on en a un petit peu déjà parlé, mais Alors, c'est vrai que l'activation CRM sur une campagne de fin d'année, elle est hyper importante. Nous, on génère une bonne partie de nos revenus sur notre base, notamment à travers l'emailing. Donc, d'où l'importance, encore une fois, du perfect match, quoi, de travailler des larges audiences tout au long de l'année et en fin d'année, axer son activation sur la base CRM qu'on aura travaillé tout au long de l'année sur différentes campagnes. Donc, on a construit une dizaine d'emails sur toute la période de campagne, sur un peu plus d'un mois. Ce qui est quand même un bon rythme de croisière. Et donc, on essayait à la fois d'amener des situations d'urgence à travers des besoins concrets et réels du terrain. Là, c'était autour des drones. Parce que donc, pour la petite histoire, dans cet orphelinat, pendant un certain moment, le drone qu'ils utilisaient pour nourrir les oursons n'était plus fonctionnel. Il s'était craché dans un arbre. Et donc, du coup, les 2-3 personnes qui travaillent à l'orphelinat devaient amener des kilos de nourriture tous les jours aux oursons. Mais alors, c'était assez épique, puisque les oursons ne doivent pas voir l'humain apporter la nourriture, parce que sinon, ils ne mangent pas, quoi. Et donc, il fallait qu'ils fassent ça discrètement plusieurs fois par jour, donc amener des kilos de nourriture, des sacs de kilos de nourriture pour les oursons, en traversant les clôtures, en essayant de se cacher. Enfin, voilà, vous imaginez un petit peu les situations incroyables sur lesquelles ça peut déboucher. Et donc là, on a clairement un besoin d'équipement qui facilite la vie des employés de l'orphelinat et puis qui permet évidemment de prendre soin des oursons. Donc, on a fait une campagne autour de l'achat, du financement d'un drone.
Et donc, on avait également d'autres emails sur nos programmes de terrain. Donc et sur les histoires également, des histoires d'oursons. Voilà, donc, on a essayé vraiment de construire un storytelling où on travaille sur l'urgence, sur de l'émotion et sur des aspects concrets. C'est ça, et puis aussi sur ce cycle emailing dont tu parlais, Alain, aussi voilà, une montée en pression et en rythme sur voilà, la dernière semaine de décembre où il y a les enjeux forts sur la défiscalisation et au besoin de rendre son offre disponible. Mm. Alors, il y a encore une question intéressante d'Aurélien. Donc, les 10 emails que vous avez mentionnés sont tous envoyés à tous les contacts ou vous segmentez vos envois en fonction des profils de votre base CRM. Alors, nous, on peut s'améliorer beaucoup là-dessus. On y travaille également pour essayer de mieux segmenter nos envois. Mais sur la fin d'année, on met en repoussoir certains types de donateurs, notamment les donateurs mensuels, pour éviter de les sursolliciter. Mais sinon, globalement, on fait quand même de la masse, hein. On envoie, on shoot à notre base active, on met en repoussoir les donateurs mensuels et également les donateurs de la campagne pour éviter de les sursolliciter. Mais c'est un vrai sujet sur lequel on travaille pour essayer, alors pas de sursegmenter, parce que là, donc, on revient un peu à la discussion qu'on avait eue juste avant, enfin quelques slides avant, entre Kotler et puis Byron Sharp. On veut, enfin voilà, il faut quand même que sursegmenter nous coûtera en termes de production et le gain derrière est voilà, c'est mitigé, quoi. Donc, on préfère envoyer à beaucoup de monde ou alors se concentrer sur des cibles qui sont porteuses, notamment sur les cibles middle. Essayer d'aller booster le don moyen sur des cibles qu'on considère à fort potentiel avec un contenu qui va être différent. Donc, un appel à don qui va être plus élevé ou un élément de la campagne à financer qui sera différent en fonction de ces cibles-là. Donc, on y travaille également, mais sur cette campagne-là, on était quand même assez large en termes de ciblage. Ouais, tout à fait d'accord avec cette vision, Alain, que tu disais, surtout sur la campagne de fin d'année. La segmentation a un intérêt, mais sur la fin d'année, c'est vrai qu'on essaie d'être assez large, parce que c'est le moment où il faut être présent et toucher le plus grand monde. Et on est plutôt voilà, partisan d'un modèle sur cette période-là où, en effet, on va exclure voilà, les donateurs monthly qu'il ne faut pas sursolliciter ou les donateurs de la campagne. Et plutôt qu'une segmentation, faire des éléments peut-être de personnalisation légère sur les meilleurs potentiels, du type, comme tu disais Alain, en effet, des grilles de dons un peu plus élevées sur les donateurs middle qui ont un potentiel de générosité plus élevé. On l'a un peu vu déjà tout à l'heure, mais voilà, un des enjeux, c'était de réussir à faire matérialiser le don. Et là, c'est illustré assez concrètement par la promesse de collecte, en fait, qui est de dire que le don est concrètement un kit de survie pour les oursons orphelins. Mais plus qu'un concept marketing, parce que kit de survie, c'est quand même très marketing. Derrière, on apporte quand même les preuves et on rassure un peu notre audience avec des montants assez concrets sur combien coûtent des soins vétérinaires, combien coûte un collier de tracking, combien coûte l'achat d'un drone. Donc, on essaye d'apporter des preuves au concept marketing. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'était un travail intéressant qu'on a effectué en amont de cette campagne. Ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant sur la partie voilà, personnalisation et adaptation des grilles de dons
fonction des potentiels. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est faisable de manière assez simple, en fait. Je ne sais pas si tout le monde ici utilise Eraser, mais pour ceux dont c'est le cas, en fait, en manipulant juste des paramètres d'URL sur un même formulaire, on peut adapter la grille de dons, en fait, et faire en sorte que sans créer deux formulaires différents, on ait pour notre middle une grille à voilà, 250, 300, 500 euros, et pour un prospect ou un donateur avec un niveau de générosité un peu plus bas, une grille qui correspond plus à ses habitudes de don. Et donc, peut-être qu'Alain, je peux te laisser parler de ça finalement. Ouais, bon, alors, on veut pas être prétentieux, mais voilà, il y a des chiffres qui parlent. Euh, et effectivement, cette campagne a très, très bien marché. Donc, on a parlé de la recette, que ce soit dans l'activation, que ce soit en termes de contenu, de storytelling. Euh, comme quoi ça marche, quoi. Donc 100% de progression entre 2019 et 2020 sur la même campagne. On parle en revenu brut, parce en revenu net, avec un même niveau de dépenses que les dernières, enfin, il y a 2 ans, pardon, on est sur 400% de croissance. Euh, le plat nous a pas coûté plus cher. On a fait avec les mêmes moyens financiers, mais c'est juste la recette qu'on a fait un peu, on a un peu changé. Et visiblement, le plat était plutôt bon, quoi. Voilà, c'était tout, je pense, pour cette présentation. Merci Alain et merci pour votre écoute. Et on va peut-être passer maintenant aux différentes questions. Alors moi, comme je présente, je n'ai pas du tout vu les questions passer. Je ne voyais pas le chat en temps réel. Je tiens juste à dire bon courage à Adfinitas, parce qu'on a décidé de retravailler avec Adfinitas sur cette campagne de fin d'année. Donc, ils ont placé la barre un peu haute. Donc, bon courage à Adfinitas pour essayer de dépasser les résultats de l'année dernière. On vous attend au tournant aussi cette année. Eh bien, on va faire le maximum pour appliquer la recette, ou voire même la challenger et essayer de faire encore mieux, en effet, avec le concours d'Universem aussi sur la partie média. Alors, pour les questions, je vais essayer de reprendre le fil. En fait, l'avantage, c'est qu'on a répondu à toutes les questions en live avec Alain. Ah oui, ok, bon, ouais, super. Donc, Ouais. finalement, vous avez répondu à toutes les questions déjà, ok. Je vais peut-être juste demander s'il y a peut-être d'autres questions qui n'ont pas encore été posées, comme on arrive au bout de la presse. S'il y a d'autres petites interrogations, d'autres points que vous souhaitiez aborder ce matin. J'ai pas l'impression. Voilà. C'était super clair du coup. Aurélien nous dit oui, donc c'est formidable. Merci Aurélien, tant mieux. Merci Aurélien. C'était le but. On est content si ça vous a plu, si ça vous a semblé clair et cohérent. On était ravis de vous accueillir. Un grand merci. Puis on vous donne rendez-vous pour de prochains webinars en vous souhaitant une très très belle journée. Bonne Merci journée. à toutes et à tous. À très bientôt. À Heureux d'avoir bientôt. partagé ce moment avec vous. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Bon, bah, c'est bon. Je pense que on est bon. Ouais, ça va. Ouais. Je fais des petites copies d'écran. Alors, moi, j'ai Non, attends, je suis désolé, on va faire juste le débrief, excuse-moi. bah, c'était bien. Super, les gars. T'en as pensé quoi? Bah, écoute, c'était bien. Vous savez bien sûr rebondir. Finalement, l'idée d'Alain de choper les questions, ça a permis de rajouter du rythme et puis d'éviter que les mecs restent un peu sur leur faim. Ce qui est bien, c'est qu'on est monté jusque 24 et que c'était simplement des déconnexions. On a réussi à tenir tout le monde et on a une dizaine de merci, donc c'est super. Ok. Bah, écoute, tant